Retour dans Regard croisé au Nigeria, réaction aux menaces américaines. On en parle dans cette émission. Alors, première question, parce que le président américain avait menacé d'une intervention militaire au Nigeria, où des chrétiens ont été attaqués. Et la population réagit à cela. Aujourd'hui, on s'interroge sur le pourquoi cette montée de la tension entre Washington et puis le Nigeria. Ça va être difficile à savoir. Vous savez, le président américain, je crois qu'il s'intéresse énormément à ces pays qui sont assez représentatifs. Vous savez, il a lancé sa guerre commerciale en direction de plusieurs pays. Et dans la foulée, il avait indexé l'Afrique du Sud, qui est comme le Nigeria, qui s'alterne à la position de première puissance africaine. Tantôt c'est l'Afrique du Sud, tantôt c'est le Nigeria. Et il avait menacé l'Afrique du Sud de représailles en disant à l'époque que les Blancs en Afrique du Sud étaient maltraités par les Noirs, ils étaient expropriés, on leur a exproprié leurs terres et tout ça, et que il accusait le gouvernement sud-africain. Il en a même vu à la Maison Blanche quand il a reçu le président Cyril Ramaphosa. Ça n'a pas été facile. Et donc, avec le Nigeria, on assiste pratiquement à la même chose, sauf que dans ce cas, il ne parle pas de population blanche, mais il parle de chrétiens. Et quand on sait que Donald Trump a été élu aux États-Unis assez largement grâce au vote des chrétiens, qui forment un grand bloc derrière lui. Et on n'est pas surpris qu'il soit attentif à ce qu'on dit là-bas dans les milieux chrétiens, en référence aux exactions des groupes djihadistes. Au Nigeria, on estime qu'ils s'attaquent aux populations chrétiennes, et donc il dit qu'il veut défendre un peu ces chrétiens-là, parce que lui se sent chrétien, son électorat est chrétien, et donc il ne supporte pas que des gens s'attaquent aux chrétiens. Il appelle ça génocide des chrétiens, pratiquement, et donc il menace d'intervenir, même s'il n'a pas donné totalement la forme de l'intervention. Il dit que toutes les options sont possibles, et que donc il va pouvoir arrêter ce qu'il juge intolérable, c'est-à-dire l'attaque des chrétiens au Nigeria. Donc, on voit qu'il est bien dans son style, c'est sa façon de fonctionner. Il met la pression, parfois il recule un peu, parfois il fonce. Je pense qu'il utilise assez bien une stratégie qu'il a souvent utilisé dans les affaires, ce qui lui a permis de prospérer. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait un peu la même chose en politique. Et je pense aussi que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'il est assez soutenu par une bonne majorité des Américains, qui voient en lui un président assez honnête, un président qui met l'intérêt des États-Unis en avant. Et vous avez vu un peu comment cette année il lorgnait même le prix Nobel de la paix. Donc il estime quand même qu'il vient mettre de l'ordre dans un monde généralement en difficulté. Il menace les méchants pour protéger les pauvres, et donc je crois qu'il est un peu dans ce rôle-là. Et aujourd'hui, il menace le Nigeria, et face à cela, je crois que les communautés chrétiennes et musulmanes du Nigeria ont voulu lui lancer un message pour lui dire qu'il n'en est rien, et que ce n'est pas une guerre entre les musulmans et les chrétiens, et que aussi bien les musulmans que les chrétiens étaient victimes de ces actes de banditisme, parce que là, on ne parle plus de djihadisme. Pendant longtemps, on parlait de djihadisme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le terrorisme, parce que quand les musulmans, entre guillemets djihadistes, s'attaquent aux musulmans, ça devient autre chose. Et donc, je crois que c'est ce message-là que les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes du Nigeria ont voulu porter au président Donald Trump, en attendant éventuellement une rencontre entre Trump et le président Tinubu pour régler ce qui en passe de devenir une affaire assez délicate entre les deux pays. Alors le fait même d'avoir
émis l'idée, est-ce que cela prouve que la souveraineté du Nigeria est menacée face aux États-Unis? Parce que le fait d'avoir même émis l'idée a déjà choqué plus d'un. Oui, effectivement. Et vous savez, Donald Trump, en venant au pouvoir, a été clair. C'est donner ou redonner à l'Amérique sa grandeur. Et je pense qu'il est tellement animé de cette volonté qu'il viole toutes les règles internationales. Et le fait de mettre cette idée, c'est de l'ingérence. Et il se place même au-dessus des Nations Unies. Et il ne respecte aucune autre nation. Et alors que nous, aujourd'hui, nous assistons à la montée en puissance de l'idéologie souverainiste des Africains, qu'ils émettent cette idée, c'est erroné. Et moi, je soutiens, la réaction de la population du Nigeria a été prompte et c'est à féliciter. Et d'ailleurs, je pense qu'il serait bien que les nations africaines puissent soutenir cette population-là qui est en train d'exprimer une certaine volonté de vivre ensemble entre musulmans et chrétiens et qui, d'une façon, dénonce le fait qu'on puisse vouloir utiliser la religion pour diviser ou pour attaquer le Nigeria. Je ne sais pas pourquoi cette décision de Donald Trump, mais ce qui, à moi, me concerne beaucoup plus, c'est la réaction du Nigeria et c'est la réaction des Africains. Il est temps que l'Afrique puisse s'affirmer dans tous les domaines et ne plus accepter l'ingérence de qui que ce soit, aussi puissant soit cette nation. Il faut quand même qu'on apprenne à nous respecter. Et justement, en parlant de réaction, qu'est-ce que cela veut dire, cette réaction unique entre Nigériens, musulmans et puis chrétiens qui se sont unis pour parler d'une seule voix? Pour moi, comme je le disais, c'est à féliciter et c'est une preuve de maturité que l'Afrique, si elle veut, les populations africaines peuvent vivre ensemble sans qu'on ne puisse manipuler l'ethnie ou la religion pour s'aimer des guerres. Un peu partout, vous savez, les politiques ont toujours utilisé soit la religion, soit l'ethnie pour arriver à leur fin. Et ici, c'est vrai qu'il y a du fanatisme parfois qui fait que certaines personnes, le djihadisme surtout, certains musulmans attaquent des chrétiens. Et vous savez, quand vous analysez nos États, et vous analysez la pratique même religieuse, si elle n'est pas encadrée par les États, je pense qu'à l'avenir, ce serait un très grand problème. Mais déjà, la réaction de la population nigérienne est à féliciter et je pense à encourager d'ailleurs dans tous nos États. Alors Germain, est-ce que on peut craindre une escalade et quel rôle la CEDEAO peut-elle jouer dans ce cas précis? Quel rôle la CEDEAO peut jouer, ça va être compliqué. Vous savez déjà que face au terrorisme au pays, on fait appel à ces grandes puissances-là. Si ce n'est pas l'ONU, c'est directement à ces puissances-là. On a vu le Mali, les autorités maliennes à l'époque ont appelé la France à intervenir. Même au Nigeria, quand les jeunes filles avaient été enlevées, on a fait appel à Scotland Yard à l'époque, c'est le service secret anglais, qui était censé venir aider à retrouver ces jeunes filles. Ils sont allés séjourner aux États-Unis. Et au Nigeria, j'allais dire, plusieurs mois sans pouvoir trouver ces jeunes filles, avec tous les moyens que ces pays-là ont, avec tous les satellites dont ils disposent. Quand il s'agit de retrouver Kadhafi, pour l'éliminer, c'est facile, mais quand il s'agit de trouver des centaines de jeunes filles, c'est presque impossible. Et donc, nos pays même courent vers ces États-là pour demander de l'aide. Et Donald Trump, aujourd'hui, se permet de frapper un peu. Il fait un peu comme Israël. Là où ils estiment qu'ils ont des ennemis, ils frappent. On a vu un peu les frappes sur les Houthis au Yémen. Les Américains, les Israéliens ont suffisamment frappé. Ils ont redressé un peu, excusez-moi le terme, donc le cours des événements là-bas. Et donc je crois que pour faire plaisir à son électorat, assez majoritairement chrétien,
Donald Trump a envie de dire il vient sauver les chrétiens au Nigeria. Et maintenant, il veut s'attaquer au Nigeria ou il veut s'attaquer au groupe armé terroriste. C'est un peu la question, parce que la question lui a été posée Toujours récemment. est-il qu'il y aura une limite assez faible entre les groupes terroristes et le Nigeria, puisque ce sera sur le sol nigérien. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, beaucoup disent en réalité ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Certains disent déjà même que c'est la raffinerie de Dangote qui attire la crainte des Occidentaux. C'est elle qui serait peut-être ciblée. Bon, on ne sait pas comment cette phrase va se faire. Est-ce qu'ils vont localiser des individus qu'ils estiment qu'ils attaquent les chrétiens pour les frapper ou comment ça va se faire? Donc Donald Trump n'explique pas concrètement comment il veut régler ce problème, et c'est peut-être là où il y a une inquiétude, parce que vous arrivez dans un pays et vous frappez sans la collaboration de ce pays. Si Donald Trump disait nous venons aider l'armée nigériane à combattre ce groupe armé, ce serait plus acceptable. Ils l'ont fait un peu au Ghana récemment avec les arnaqueurs sur les réseaux sociaux, là où ils coopèrent avec les autorités dans nos pays. Ils le font aussi sur les questions de la drogue avec la plupart de nos pays ici, avec la DEA qui vient récemment travailler dans nos pays. Mais ici, Donald Trump n'explique pas comment il compte le faire, et je crois que s'il devra le faire de façon que ce soit dans l'intérêt des deux pays, il travaillerait avec le gouvernement nigérien pour localiser, cibler et frapper ceux-là qu'il estime qu'ils sont en train de commettre ce génocide-là sur les chrétiens. Donc au Nigeria maintenant, on n'a aucune idée de comment tout ça va se faire. Je pense que c'est beaucoup plus ça l'inquiétude. On espère que très rapidement le président nigérian va rencontrer Donald Trump pour lui donner sa position et peut-être avoir plus d'éclairage sur cette opération qui est annoncée par le président américain. Maintenant, alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion de pouvoir s'interroger davantage sur cette gestion des attaques de Boko Haram et d'autres groupes encore dans le nord du Nigeria? Oui, mais vis-à-vis des autorités nigérianes, bien sûr. Oui, les autorités nigérianes vont probablement donner leur point de vue, mais ce que les chefs religieux ont dit qui est intéressant, c'est que Boko Haram frappe sans tenir compte du fait que ce soit des chrétiens ou des musulmans. Okay. Donc on ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'on frappe uniquement les chrétiens et qu'on peut réagir. Maintenant, si on veut éradiquer Boko Haram, comme peut-être ce qui est en train de se faire dans la bande de Gaza avec le Hamas, là, on ne peut que travailler avec le Nigeria pour pouvoir mener cette opération. Mais aller frapper le Nigeria sans travailler avec le Nigeria sur cette opération, je crois que ça va être compliqué. Ça va créer d'autres problèmes. Mais je pense aussi que probablement dans les prochains jours, les deux présidents vont se rencontrer. Tinubu va probablement, comme l'a fait le président Cyril Ramaphosa dernièrement, expliquer la situation réelle au Nigeria. Et si Donald Trump est convaincu, je pense que les deux présidents pourront s'entendre, peut-être pour renforcer la lutte contre ces groupes armés-là qui sévissent, qui n'agissent plus vraiment au nom d'une religion, même si ils portent le nom Boko Haram, même si le mouvement a évolué, il y a eu plusieurs branches qui se sont créées. Oui. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que ils ne sont pas véritablement des musulmans, en tout cas ils ne le font pas au nom d'Allah, parce que Allah ne demande pas de tuer, et qui plus est de tuer des êtres humains, des musulmans. Et donc on espère vraiment que les deux présidents vont se rencontrer pour clarifier cette situation-là, pour voir si c'est nécessaire qu'il y ait une intervention américaine, et si elle est nécessaire, comment la coordonner avec les autorités nigériennes. Mais est-ce que dans une telle situation, Bola Tinubu, le président nigérien, pourrait encore proposer ou encore accepter une aide américaine dans cette lutte contre
les groupes armés dans le Nord? Oui, bon, généralement nos pays, quand nous sommes en situation, nous courons toujours vers ces grandes nations pour demander de l'aide. Et une fois encore, il faut s'interroger vraiment sur notre réelle indépendance et surtout sur le droit international aujourd'hui. Parce que ce que Donald Trump fait, pour moi, c'est vraiment une violation. Si c'est les États-Unis qui frappent le Nigeria pour prétendre protéger des chrétiens qui n'ont d'ailleurs pas demandé de l'aide, demandé secours, c'est vrai que ça révèle un peu la faiblesse de nos États quant à la gestion du terrorisme, mais ça ne donne pas le droit aux États-Unis ou n'importe quelle nation d'intervenir comme ça sans la collaboration du pays concerné. Et comme le doyen le disait, on espère que la diplomatie va jouer en sorte que les deux présidents puissent se rencontrer et trouver une solution pérenne quant à la crise. Alors, je vais poser la même question que j'ai posée à Germain tout à l'heure. Est-ce que cela ne tire pas la sonnette d'alarme sur la situation même de cette crise des groupes armés qui s'attaquent aux chrétiens, encore aux musulmans dans le nord du Nigeria? Vous savez, la question du terrorisme est vraiment complexe. Comme le doyen le disait, quand il s'agit de cibler Kadhafi et l'abattre, c'est très facile. Mais quand il s'agit de cibler et de pouvoir atteindre les terroristes, ça devient compliqué. Et de mon analyse, je me dis qu'il y a derrière des intérêts cachés qui font que le terrorisme va peut-être aller grandissant, parce que comment ils opèrent pour que des nations aussi puissantes comme les États-Unis et autres n'arrivent pas à les combattre. Mais quand il s'agit d'attaquer un pays, c'est très facile d'exterminer des milliers de personnes. Ça interroge vraiment. Et l'Afrique, malheureusement, c'est notre faiblesse à nous. Nous sommes restés longtemps dépendants de ces armées. Il faut toujours réfléchir peut-être à notre sécurité interne pour pouvoir lutter contre le djihadisme, le terrorisme et tout. Je pense que quelque part, les débuts d'ailleurs, c'est au niveau de l'éducation et de l'encadrement de nos populations, parce que ceux qui sont recrutés et dans ces groupes-là, parfois c'est parce qu'ils ont peut-être échappé à l'attention de l'État et donc ont trouvé refuge dans ces groupes terroristes-là. Je pense qu'à la base, si nos États peuvent déjà penser à vraiment cette éducation de nos populations dans ce sens, et ensuite réfléchir à la sécurité, à notre sécurité interne à nous-mêmes, sans toutefois solliciter de l'aide externe, parce que nous ne sommes pas sûrs que ceux qui viennent pour nous aider viennent réellement pour combattre le terrorisme. Tant que nous allons toujours tendre la main pour demander à ces grandes nations de venir nous aider, nous n'allons pas finir de combattre le terrorisme. Alors, je vais peut-être poser la question autrement. C'est vrai, le terrorisme, des attaques, on se souvient, ce n'est pas uniquement une question de l'Afrique, on se souvient du 11 septembre aux États-Unis et même d'autres encore. Mais aujourd'hui, est-ce que cela ne devrait pas alerter Bola Tinubu, le président américain, pour ne pas réagir seulement avec un communiqué aux réactions, enfin, aux déclarations de Donald Trump, mais également de réagir sur le terrain au Nigeria, en essayant de affronter davantage ce défi qu'est le terrorisme. Ça va être vraiment très difficile. Vous savez, nos pays, c'est vrai que ça a commencé beaucoup plus tôt au Nigeria, avant le Sahel. Et à l'époque, nous, on attendait ça, c'est vraiment lointain. Oui. On n'a jamais imaginé que à moins de 500 km, ça viendrait nous déranger un peu à l'extrême nord du pays. Et donc, aujourd'hui, c'est la preuve que c'est un phénomène qui est difficile à cerner, parce que même son origine est difficile aussi à identifier. Très vite, on pense que ce sont les Occidentaux qui alimentent le terrorisme. Mais en même temps aussi, la plupart des terroristes, ce sont les enfants du pays.
Ce n'est pas les Blancs qui viennent s'attaquer aux Noirs sur nos territoires, c'est bien nos propres frères. Et donc, il faut aussi réfléchir aux raisons pour lesquelles un citoyen d'un pays peut prendre les armes contre son pays, contre ses frères, et aller loin dans la réflexion. Aujourd'hui, toutes les pistes doivent être envisagées. Il faut aller sur le front. Il faut peut-être aussi négocier, parce que c'est vrai que beaucoup rejettent l'option de la négociation. Ouais. Mais voilà ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Avec, peut-être on en parlera avec la médiation qatari. On est en train de voir le M23 qui discute avec l'armée de la RDC, ce qu'on n'avait pas imaginé. Ouais. Et comme ça s'est passé dans plusieurs pays, en Angola, un peu partout. On va risquer un jour de voir ces gens-là même se retrouver dans la même armée. On en a vu en Côte d'Ivoire, où les rebelles et l'armée finalement ont dû fusionner. Donc, vous voyez qu'on arrive parfois à des situations où on aurait pu faire beaucoup d'économies. Mais c'est vrai qu'on est dans une guerre et on pense qu'il faut aller au front, on pense qu'on ne négocie pas avec les terroristes. D'autres disent qu'il faut le faire. On a vu peut-être au Sénégal avec les rebelles de Casamance. Parfois on dit non, l'État sénégalais ne négocie pas. Parfois on dit on négocie. Mais je pense que véritablement, c'est parfois trop facile quand le noir dit que le blanc utilise le noir contre son frère. On le dit, c'est vrai, mais c'est le noir qui tue le noir. Donc quand on manipule un noir et on l'amène à tuer son frère, il faut que le noir aussi se pose des questions, pour se dire comment faire pour qu'on ne manipule pas un frère contre son frère, quel est cet intérêt supérieur qu'on a pu lui brandir, qui fait qu'il est capable de sacrifier sa communauté pour cet intérêt. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à cela. Ce qui est sûr, nous constatons que ces Occidentaux-là ne nous aident pas complètement. Vous savez, nous sommes dans un monde des affaires, et quand il y a un problème, c'est qu'il y a l'argent là où il y a des problèmes. Quand le problème est réglé, c'est qu'il n'y a plus d'argent. On a vu les Russes arriver un temps. On a dit, mais cette fois-ci c'est bon. Mais vous voyez qu'on fait 3 ans, 4 ans avec les Russes. Peut-être que à partir de la 10e, 15e année, on va commencer par se dire est-ce que les Russes sont efficaces. Mais je pense que ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Les crises profitent à des personnes. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre, qui fait que aujourd'hui, pour plusieurs pays occidentaux, la guerre est très rentable. La guerre est très rentable pour eux. Et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix, quel que soit l'endroit. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais partout où il y a la guerre, je crois que beaucoup se font de l'argent. Et donc, pour évoluer vers la paix, il faut réfléchir, il faut travailler énormément. Est-ce que nos pays, individuellement, pris séparément, peuvent lutter efficacement contre ces groupes-là qui sont tentaculaires? Je pense que non. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des collaborations franches? Vous allez voir un peu, par exemple, au Niger, entre le Niger et le Nigeria. Ils ont le même problème, mais il n'y a pas une franche collaboration. Oui. Vous allez voir que le Niger se méfie beaucoup du Nigeria. Et donc, à partir du moment où c'est comme ça, c'est qu'on ne pourra jamais avancer. Et là, on a beau accuser l'Occident, qui sont en train d'alimenter le terrorisme, mais nous-mêmes, on doit commencer par se poser aussi de bonnes questions, se dire, mais est-ce que véritablement, nous-mêmes, à travers nos postures, nos prises de position, notre façon de faire, nous n'entretenons pas donc ce phénomène-là. C'est un débat assez dense et je pense qu'il faut de plus en plus penser à une solution à l'africaine, parce que les Français sont venus à montrer leur inefficacité. Je parlais même tantôt des filles qu'on a enlevées au Nigeria. Oui. Tous ces pays ont appuyé le Nigeria, mais c'est des années après qu'on a pu libérer certaines filles. Et donc, c'est dire qu'il n'y a pas une franche collaboration.
Et à mon avis, le Nigeria tout seul, malgré l'effectif militaire dont il dispose, ne pourra pas faire face seul à ce phénomène. Est-ce que nos pays sont maintenant prêts à travailler ensemble? Parfois, ils essaient, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté politique? Est-ce que certains intérêts n'empêchent pas cette collaboration-là qui, bien évidemment, profite à l'Occident et peut-être aussi profite à certaines élites sur le continent? Donc, le débat est là, mais ce qu'on doit savoir, c'est que là où il y a les crises, il y a de l'argent. Et certains profitent de ces crises-là pour faire beaucoup d'argent et ils n'ont aucun intérêt à ce que le monde se pacifie parce qu'ils perdraient énormément. Alors on arrive à la deuxième pause dans Regard croisé. On revient tout à l'heure pour parler du Cameroun et évoquer aussi le Togo.